bien gardé de me dire dans quoi tu me mettais, dans quoi tu m'embarquais. Bah oui, genre, non, mais oui, et en plus, le mono, je l'avais appris à l'époque. Non, mais tu vas Ça voir, va, ça va être Charlie? cool. Non, mais c'est clair, ça va prendre du temps. Bon, t'es super d'accord, ça va. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon, nickel. Alors je suis très grand, donc est-ce que je suis encore dans le cadre quand je suis debout comme ça? C'est bon? Nickel, parfait, génial. Donc bah, écoutez, je suis ravi d'être devant vous pour parler d'un sujet qui nous tient tous particulièrement à cœur, la rénovation énergétique. Donc on va échanger aujourd'hui autour des solutions qui sont spécifiques, en fait des solutions de rénovation sur mesure en fonction du type des bâtis et en fonction des années de construction. Donc il y a tellement de bâtis et tellement d'années de construction qu'on n'aura pas le temps de tous les balayer dans le détail, mais je vais vous présenter, enfin, en tout cas je vais essayer de vous présenter les grands principes. Donc moi je m'appelle Antoine Janet, je suis le coordinateur de la construction durable et de la rénovation énergétique performante pour Isover. Le parc, pourquoi rénover? Alors bon, j'imagine que vous avez en tête, vous connaissez les chiffres clés, on va dire de la rénovation énergétique, hein, 40% à peu près de la consommation d'énergie dans le bâtiment en France, à peu près 25% de gaz à effet de serre qui sont générés par le bâtiment, 25 millions de logements. Dans ces 25 millions de logements, il y a 9 millions de logements collectifs. Et ensuite, quand on regarde quelles sont les passoires énergétiques, donc les passoires énergétiques, les logements qui sont classés E, F et G, on a à peu près 4,9, enfin 5 millions de passoires énergétiques. D'accord. Sur ces 5 millions de passoires énergétiques, il y a à peu près les 2 tiers, les 3 quarts qui sont des logements collectifs. D'où le focus de cette présentation. Alors, quand on parle de rénovation énergétique, on parle de consommation, enfin d'économie de consommation d'énergie, on parle de plein de choses. On oublie parfois de parler de confort, donc moi je vais commencer par vous parler de confort. Le confort en hiver, bien sûr, c'est depuis toujours. Le confort en été aussi, on l'oublie, mais quand on isole d'un flux de chaleur, eh ben, on l'isole aussi bien en hiver qu'en été, hein, forcément. On va parler aussi de la consommation d'énergie, parce que quand on rénove un bâtiment, forcément on économise de l'énergie, on est moins dépendant de la fluctuation des coûts de l'énergie. Ça ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, le coût de l'énergie il est assez volatile. Ensuite, les gains obtenus par une rénovation globale, bah, c'est forcément la réduction de l'empreinte environnementale. On va diminuer l'empreinte environnementale de notre logement. Vous verrez tout à l'heure dans les chiffres que quand on habite dans une passoire énergétique, mais il est difficile d'avoir une empreinte environnementale qui soit conforme aux enjeux qu'on s'est fixés pour limiter le réchauffement climatique, par exemple. Et puis ensuite, pour valoriser son patrimoine immobilier, parce que bien évidemment, quand on cherche à vendre notamment son appartement, sa maison, peu importe, euh, le fait d'être classé enfin, le fait d'avoir une mauvaise classe énergétique vient déprécier la valeur du bien. Et à contrario, quand on est dans les classes les plus ambitieuses, A, B et C, ça donne une valeur financière supplémentaire à votre bien. Donc ça, c'est pas une analyse personnelle, c'est le chiffre des notaires, le chiffre des transactions qu'on constate dans toute la France. Les déperditions énergétiques en immeubles collectifs. Alors, quelles sont les grandes tendances, les chiffres clés? Donc, on voit qu'il y a 30% à peu près des déperditions énergétiques qui viennent des murs. Il y a 24% qui proviennent des fenêtres. Donc, on a déjà là 50% des déperditions énergétiques qui viennent de l'enveloppe. Là, on est dans un cas d'un immeuble collectif, non mitoyen et non isolé, hein. Ensuite, on a la ventilation. On a 9% qui provient de la toiture et 9% qui provient des ponts thermiques aussi. Donc les ponts thermiques, notamment les ponts thermiques linéiques qu'on va retrouver par exemple sur les nez de dalle. Et ensuite, on a 7% qui provient du plancher bas. Donc quand on constate ça, on se rend compte qu'il est important forcément dans une approche globale d'avoir une rénovation qui permette d'englober un maximum de critères, un maximum de leviers. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on analyse ensemble un cas concret. Donc là, il s'agit d'un immeuble collectif de 15 logements construit dans les années 1960 dans la zone H1A et sur 5 niveaux chauffés, sur sous-sol et sur toiture terrasse. C'est une étude thermique qu'on a réalisée en collaboration avec Tribu Énergie, que vous connaissez probablement.
Et donc, ce qu'on a regardé, c'était quels étaient les gains d'un point de vue énergétique et les gains d'un point de vue carbone aussi quand on se lançait dans une rénovation globale et performante. On a parfois du mal à le valoriser. Là, avec cette étude, on arrive justement de le voir avec précision. Donc, la situation initiale, d'abord, ce qu'on constate, c'est que là, on est donc dans des logements qui sont classés F. Ça veut dire qu'ils consomment 420 kWh d'énergie par mètre carré et par an. Ça veut dire également qu'ils génèrent 70 kg de CO2. Forcément, le CO2, les émissions de gaz à effet de serre sont immédiatement corrélées avec votre consommation d'énergie. Alors 70 kg de CO2, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour un appartement, par exemple, d'une centaine de mètres carrés, ça veut dire que rien que sur votre partie de logement, vous générez à l'année à peu près 7000 mètres carrés de carbone, 7000 kg de carbone. D'accord? Donc quand on sait que les objectifs pour essayer de limiter le réchauffement climatique, c'est 2 tonnes de carbone par habitant, si on en consomme déjà 7 de tonnes rien qu'avec son logement, on voit que c'est compliqué d'atteindre ces objectifs-là. Alors là, on est dans un cas de figure où il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas d'isolation en mur, il n'y a pas d'isolation en toiture, il y a de l'isolation nulle part dans ces modes constructifs-là, c'est assez typique de ces années de construction. On est en menuiserie simple vitrage et on est en ventilation naturelle. Ventilation naturelle, ça veut surtout dire fuite d'air, pour faire simple, dans ces années de construction, et chauffage gaz collectif. D'accord? Donc, ce qu'on remarque, c'est quand on intervient sur l'isolation des murs par l'extérieur et des planchers hauts et bas, donc on isole, quand on vient changer les menuiseries, quand on isole et quand on change les menuiseries, forcément en général ça implique aussi d'intégrer une VMC, simple fugue réglable, et pour pouvoir assurer la ventilation et le renouvellement d'air de l'appartement. Et ensuite, quand on a cette enveloppe qui est performante, et j'ai bien dit, et ensuite ça devient pertinent d'installer une pompe à chaleur. Enfin, ça peut être pertinent d'installer une pompe à chaleur. Donc là, on voit que quand on a ce bouquet de travaux, on est passé d'une classe énergétique F à une classe énergétique B. Et là, on a limité drastiquement notre consommation d'énergie et on a limité aussi par conséquence les gaz à effet de serre qui sont générés. Hop. On a regardé aussi dans cette étude quelle était un peu la répartition du bâti, d'accord, de ces fameuses passoires énergétiques, de ces fameuses 5 millions de passoires énergétiques. On a essayé de regarder comment est-ce qu'elles sont reparties par type de bâti, par année de construction. Bon, alors pour faire simple, en France, une des spécificités de notre patrimoine, c'est d'abord qu'il se renouvelle peu et c'est qu'il est très hétérogène. D'accord? Donc là, c'est-à-dire ça se voit, on a quelques grandes tendances, notamment sur les petits collectifs en pré-industriel et sur les moyens et grands collectifs construits après 1946. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que on n'a pas le temps bien évidemment de les balayer tous, mais c'est qu'on regarde sur ces deux grandes familles, quels sont les modes constructifs qu'on a l'habitude de constater. Donc ce qu'on voit par exemple pour les petits collectifs pré-industriels avant 1915, c'est que sur les parois verticales, on va retrouver de la maçonnerie, on va retrouver des moellons ou de la brique pleine, ou de la brique enduite, excusez-moi. On peut avoir de la présence de torchis ou de pisé, et on peut avoir dans certains cas des murs avec des pans de bois. Sur le plancher bas, alors en général on est sur terre-plein ou on est sur des caves maçonnées ou en perte de taille. Et sur les planchers hauts et la toiture, c'est des toitures 2 pans mansardés. Et il y a généralement pas, enfin c'est pas généralement, c'est qu'il n'y a pas d'isolation en tout cas dans les greniers. Et généralement les greniers sont ouverts à grand vent, quoi. Ils ne sont pas du tout étanches à l'air. Sur les collectifs, les moyens et grands collectifs, là on est plutôt sur des murs béton-briques porteuses. On a des présences de balcons et de modénatures. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des sous-sols qui sont non chauffés, cave ou parking, et puis on est généralement sur de la toiture terrasse. Donc je ne vais pas détailler quel est le parcours de rénovation, le parcours de travaux par typologie de bâtiment dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long, mais ce que je peux vous donner comme indication et comme conseil de manière générale, c'est de s'inscrire dans ce parcours qui me semble être le plus pertinent, c'est-à-dire d'abord commencer à isoler toutes les parois. On se rappelle, 50%, un peu plus de 50% qui sont générés uniquement avec sur l'enveloppe, c'est-à-dire les murs plus les fenêtres. Ensuite, donc, isolation des parois, remplacement des menuiseries. On a vu que si on remplace tout ça, le bâtiment est étanche à l'air, donc pour éviter les risques de condensation, on vient aussi s'assurer du renouvellement d'air avec une VMC hydro-réglable. Ensuite, on vient changer le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et ça permet d'avoir quel que soit le système de chauffage énergie qui sera choisi, dans un bâtiment qui est correctement isolé, ça va permettre par exemple de limiter les appels de puissance énergétique. Donc ça va permettre encore une fois de ménager notre mix énergétique.
Alors, pour vous parler un peu de nos solutions, là, vous avez les différentes, enfin, une photo, une capture un peu des différentes matières premières qu'on utilise pour fabriquer nos isolants. Parce que chez Isover, on nous connaît souvent pour la fabrication de laine de verre. On ne fabrique pas que de la laine de verre. C'est vrai qu'on en fait depuis 85 ans. D'accord. La laine de verre, je vous parlerai un peu tout à l'heure de son process de fabrication. On fait aussi de la laine de roche depuis plus de 30 ans et de la fibre des matériaux biosourcés en général. D'accord. Donc on a la première partie d'isolants qui sont recyclables. Ensuite, on a la partie biosourcée qui est, on fabrique ça depuis plus de 20 ans. Avec des isolants en fibre de bois, des isolants en laine de coton. Je reviendrai aussi là-dessus tout à l'heure. Donc là, on retrouve nos laines de verre, on retrouve les laines de roche, les fibres de bois. Alors, la particularité, pour vous les présenter un peu rapidement, la particularité de la laine de verre, moi j'ai tendance à le présenter comme le couteau suisse des isolants. Pourquoi? Parce que c'est un isolant qui existe aussi bien en rouleau, qui existe en panneau, qui existe en vrac, donc à souffler. Donc c'est un isolant qui a un large domaine d'application. Et c'est un isolant aussi qui a, cette formule est toujours un peu bizarre, mais qui a le prix du R le moins cher du marché. D'accord. La précarité énergétique, elle est souvent corrélée quand même à une précarité sociale, donc il y a des enjeux économiques qui sont forts. Donc ça me semble intéressant d'avoir dans nos solutions une solution qui, en termes de prix, d'équilibre technico-économique, soit la plus compétitive possible. La laine de verre, ça parfois on l'oublie, c'est qu'en grande partie, on a en termes de matières premières, en entrant de matières premières, on a de 40 à 80% de verre recyclé. D'accord. Donc la laine de verre, elle est recyclable en fin de vie, mais en amont, dans nos usines, on intègre entre 40 et 80% de verre recyclé. Ce qui nous permet d'éviter de prélever de la matière première. D'accord. On a pour objectif de diminuer nos prélèvements de matière naturelle, donc le sable en l'occurrence. Donc cette part de verre recyclé qu'on intègre dans nos isolants, elle augmente chaque année de manière très significative. D'accord. L'objectif à terme, c'est que tous nos isolants en laine de verre soient à 80% de verre recyclé. On a aussi la laine de roche parce que je vous ai dit que les domaines d'application étaient très larges de la laine de verre. Il n'empêche que dans certaines situations, on peut avoir besoin d'un isolant qui soit très résistant à la compression. Par exemple en ITE, pour les toitures terrasses également, où là on a besoin d'un isolant qui participe à la réaction du feu, mais qui en plus a une forte résistance à la compression. Alors la laine de roche est fabriquée à partir de roches volcaniques, de basalte, donc on a nos sites de production qui sont à proximité de nos matières premières. Quand on fait de l'analyse de cycle de vie, quand on cherche à diminuer notre empreinte environnementale, il est toujours important de minimiser le transport, à la fois sur la partie amont, la matière première qui vient jusqu'à l'usine, et la partie aval, c'est-à-dire ce qui sort de l'usine jusqu'au chantier. Donc nous, on s'inscrit toujours dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on a des sites industriels qui sont répartis dans toute la France et qui sont toujours à proximité de nos sites de nos matières naturelles. Quand il y a du prélèvement de matières naturelles, alors le recyclage facilite parce qu'on arrive à avoir un maillage de recycleurs qui sont beaucoup plus nombreux. Ensuite, on va retrouver donc notre fibre de bois parce qu'il y a une demande et il y a une volonté aussi d'utiliser de plus en plus de produits biosourcés. Donc nous, on a une fibre de bois qui s'appelle Isonate et c'est fabriqué en France et c'est fabriqué à partir de pins de Douglas. Donc c'est issu de forêts qui sont correctement gérées. Alors pour faire simple, une forêt correctement gérée, pour faire très simple, je veux dire que c'est une forêt qui joue son rôle de stock carbone. D'accord. C'est une forêt qui stocke plus de carbone qu'elle en émet. D'accord. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des copeaux, pas des copeaux, des plaquettes de scierie. Donc c'est des coproduits du bois. Et on vient ensuite les peler et fabriquer des isolants souples en isolation par l'intérieur et des isolants rigides pour l'isolation extérieure. D'accord. Et ensuite, on a le petit dernier, la laine de coton, qui est d'où au toucher, oui, parce que quand on a posé ces différents types d'isolants, on se rend compte que c'est vraiment l'isolant le plus confortable à poser, à manipuler celui-ci. On a un lambda 37 à 38. Je ne vous ai pas parlé du lambda. Le lambda, c'est la conductivité thermique, c'est la capacité d'un isolant à ne pas diffuser un flux de chaleur. D'accord. Plus le lambda est faible, plus l'isolant isole, pour faire simple. En laine de verre, les standards, c'est 30 et 32. En laine de roche, on va dire qu'on commence à 34 et on peut aller jusqu'à 40. En fibre de bois, on commence à 36 sur la partie isolation par l'intérieur. On est plutôt sur du 40 pour l'extérieur. En laine de coton, on est entre 37 et 38 en fonction des épaisseurs. D'accord. Donc, ce qui veut dire concrètement que
deux isolants différents avec des lambda, avec des performances thermiques différentes. Pour une performance similaire de paroi, on va avoir besoin de plus d'isolants, d'accord, plus de matière. Donc ça va prendre aussi en compte quand on fait une analyse de cycle de vie globale, d'accord. La quantité de matière est un élément à calculer également. Alors, en isolation par l'extérieur, nous on propose différents systèmes. En laine de verre, on a en sous-bardage, on a un lambda de 30 comme je vous l'ai dit. Sous enduit, alors sous enduit, ça veut dire qu'on vient avec un isolant le coller, le caler, le cheviller directement sur le mur support. Dans ces cas-là, on a besoin d'un isolant qui soit suffisamment dense pour pouvoir être support d'enduit, et on a besoin d'avoir un isolant qui ne participe pas à la propagation du feu, en fonction de la typologie du bâtiment et notamment en logement collectif. Donc sous enduit, on va trouver la laine de roche, ça c'est historique. Le gros du marché de l'isolation extérieure, c'est du polystyrène. Vous avez remarqué que c'est un des rares isolants qu'on ne fabrique pas, donc je ne vous parle pas de ça. Je vous parle moi des autres, des alternatives, donc qui laissent notamment passer la vapeur d'eau, la laine de roche et la laine de verre. Et la laine de verre, c'est depuis peu, on a un isolant en laine de verre avec un lambda 34 qui nous permet de faire de l'ITE. Donc c'est un isolant qui est beaucoup plus léger, donc qui nous permet notamment d'aller chercher des R de 8 pour ceux à qui ça parle, parce qu'on a un isolant qui a une très bonne performance thermique. Après, on a des façades pré-industrialisées aussi qui peuvent être pertinents sur certains modes constructifs. On va retrouver nos solutions en isolation par l'intérieur, GR30, GR32, et ensuite on va retrouver les solutions en biosourcé avec l'isocoton et la Flex 55. Ce que vous remarquez là ici, là, sur la vue, c'est qu'on a une membrane. Alors la membrane d'étanchéité à l'air, elle est aussi par vapeur, c'est-à-dire qu'elle va réguler la diffusion de la vapeur d'eau pour empêcher la condensation. D'accord ? L'idée, c'est d'éviter qu'on ait un point de rosée dans l'isolant et qu'à terme, qu'il puisse y avoir potentiellement un risque de détériorer d'abord l'isolant et puis qu'il puisse ensuite avoir de la moisissure dans le logement. Alors, en fibre de bois, c'est obligatoire. D'accord ? C'est dans tous les avis techniques d'isolation par l'intérieur en fibre de bois, on a la nécessité, l'obligation d'avoir une membrane. Avec de la laine de verre, ce n'est pas obligatoire. Il n'empêche que moi, je vous encourage vivement à faire des calculs de points de rosée, à demander à vos bureaux d'études thermiques de vous dire ou pas s'il y a un risque de condensation. Si c'est le cas, on peut mettre une membrane d'étanchéité à l'air. On augmentera le niveau de performance. Et puis si en plus, vous choisissez une membrane qui va réguler la diffusion de la vapeur d'eau, vous allez protéger votre mur et le support par la même occasion. On a des solutions de comble perdu, pareil, la membrane en comble perdu, dans beaucoup de cas de figure, elle est obligatoire, d'accord. Il y a deux TTU qui ont été publiés récemment, le 4510 et le 4511, qui précisent ces cas-là. On peut le faire en laine de verre, on peut le faire en fibre de bois, on peut le faire en laine de coton. Il n'y a pas en général, en comble perdu, il n'y a pas de contrainte de place. Par définition, les combles sont perdus, donc on peut mettre ce qu'on veut en termes d'épaisseur, d'accord. On a, nous, par exemple, la gamme IBR en laine de verre, qui a un lambda de 40, donc, mais on sait avoir en une seule épaisseur du 400 mm, donc ce qui permet, avec une seule couche d'isolant, d'avoir un R de 10. Donc c'est très efficace. On a vu tout à l'heure que les combles perdus, c'était 9% des déperditions. Donc par rapport au mur, c'est moins important. Il n'empêche que c'est souvent des travaux qui sont faciles à faire. Il faut qu'ils soient bien faits, hein, mais qui sont plus faciles à faire qu'une rénovation de façade, que des travaux d'ITE ou du bardage. On a aussi les solutions en comble aménagé, d'accord, avec pareil, on retrouve les différents types d'isolants, laine de verre, biosourcée, laine de coton, fibre de bois. Et puis après, on a les solutions en isolation sous toiture, terrasse. Il y a une petite vidéo normalement après, alors j'espère que vous aurez le son. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder cette petite vidéo. Et puis ensuite, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être avant de répondre aux questions, si je pouvais résumer cette présentation, c'est que ce que j'aimerais, en tout cas, le message que j'espère que j'ai fait passer, c'est que ce qui est important, c'est de rénover. D'accord ? La nature de l'isolant, bien évidemment que c'est un sujet, bien évidemment qu'en fonction du type de bâti, on peut s'interroger sur telle ou telle nature d'isolant, mais ce qui me semble être l'enjeu du moment, c'est de s'inscrire dans un parcours de rénovation énergétique performant. D'accord ? Et on a vu que commencer par l'enveloppe, ça me semble être un des choix les plus pertinents et les plus logiques.
je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Juste aussi, on fait des solutions sur mesure, donc là je vous ai présenté les grandes tendances, etc., de ce qu'on pouvait faire comme type de travaux. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour qu'on puisse étudier, analyser dans le détail de manière justement sur mesure vos projets de rénovation. Je vous écoute pour vos questions, je ne sais pas si certains en ont. On a un peu de temps du coup parce que j'ai été très, très vite. Personne? J'ai été clair? Ou vous avez peur? Bon, eh bien écoutez, en tout cas, moi ce que je vous propose, c'est de venir nous rencontrer. On a un stand Saint-Gobain qui est au numéro 1, c'est ça? Voilà, dès qu'on rentre dans la salle, on présente plusieurs de nos solutions, notamment des façades pré-industrialisées qui ont toujours beaucoup de succès. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, échanger autour de l'économie circulaire aussi, de tout ce qu'on fait pour décarboner nos activités. Donc décarboner nos activités et réduire nos prélèvements de matières premières, c'est un peu les enjeux qu'on s'est fixés quand même, les enjeux qu'on se fixe aujourd'hui et ceux de demain. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous à ces sujets-là. Voilà, je vous remercie de votre attention, merci beaucoup.